Bonjour à tous. Alors nous sommes 12 plus 3. Nous sommes 15 en tout présents sur le webinaire de ce matin. Donc je me permets de me présenter. Donc Boris Romatka, je suis le responsable de l'entité commerciale ERM Fabentest. Enchanté Monsieur Moreau. Je suis le responsable de l'entité commerciale ERM Fabentest qui fait partie de la société ERM Automatisme et Suzanne Hernandez qui est présente également en co-animatrice. Je suis plutôt co-animateur de Suzanne sur ce webinaire. Donc Suzanne, si tu peux te présenter. Oui, donc bonjour, je suis Suzanne Hernandez et je suis responsable marketing et communication pour l'entreprise Nanoe, donc, qui a lancé, qui est représentant de la marque donc Zetamix. Donc Nanoe détient la marque Zetamix, pour être plus clair, que nous allons présenter ici. Super. Merci Suzanne. Je suis ravi de voir quelqu'un que je connais depuis un long moment. Bonjour Monsieur Beauté. Je pense d'ailleurs enfin, vous faites bien d'être ici. On sera amené à en rediscuter. Bonjour Monsieur Marchadour, on se connaît également historiquement. Donc c'est bien. Voilà, nous sommes maintenant 14 spectateurs avec je pense, des industriels et le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Donc c'est très bien. Donc je vous propose qu'on commence tout simplement par une présentation d'ERM Automatisme, de la société ERM Automatisme, l'entité commerciale ERM Fabtest, donc sur les différents prochains slides qui vont arriver. Donc tout d'abord, pour présenter la société ERM Automatisme, ERM Automatisme donc, est une société qui date des années 90 et qui a pour rôle la fabrication de machines spéciales, industrielles, dont également l'éducation nationale est aujourd'hui le client principal. Donc, chez ERM Automatisme, depuis les années 90, nous fabriquons des machines spéciales industrielles sur lesquelles on est capable d'ajouter un contenu didactique ou non pour que ces machines spéciales elles soient à vocation industrielle. Donc, nous, aujourd'hui, ERM Automatisme, c'est environ 45 salariés, un gros bureau d'études, une douzaine de personnes dans tous les secteurs d'activité. Donc, nous permettons de concevoir des machines spéciales de A à Z avec un chiffre d'affaires moyen autour des 9 millions d'euros, à savoir que malgré le contexte sanitaire qui est particulier, l'année a plutôt été très, très intéressante parce que sans salon, avec très peu de déplacements commerciaux, techniques, etc., on est enfin sur une année où on dépasse les 10 millions de chiffre d'affaires annuel avec le même nombre d'employés. Voilà. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, nos métiers, alors les métiers d'ERM Automatisme, comme je vous l'ai dit, notre marché principal, c'est globalement l'éducation au sens large du terme. Nous produisons des machines spéciales à destination de l'enseignement général, donc tout ce qui est du collège jusqu'aux classes préparatoires, globalement. L'enseignement supérieur, donc les écoles d'ingénieurs, les universités, et aussi l'enseignement professionnel comme les AFPA, les compagnons du devoir, et toutes les filières qui sont autour de l'enseignement professionnel. Donc, plus de 2000 établissements aujourd'hui nous font confiance historiquement depuis les années 1990. Globalement, toute machine industrielle historiquement jaune et bleu au sein d'un lycée vient de nos ateliers de Carpentras, donc de chez ERM Automatisme. Donc depuis, comme le dit le slide que nous voyons, depuis 2015, nous répondons de plus en plus à une demande de la part des industriels et aussi forcément de l'éducation au sens large du terme sur l'industrie 4.0. Notamment aujourd'hui, ERM Automatisme est certifié en roboticien, en robotique, certifié sur les marques KUKA, Fanuc, Stobli, Universal Robot. Donc, nous sommes capables d'installer et de faire de la formation, du contenu de formation sur des machines robotisées de ces marques-là.
Donc, slide suivant. Nos départements, donc ERM, automatisme, pour faire très simple, c'est la société principale. Nous avons créé au fur et à mesure de la vie de ERM des entités commerciales de la société. Donc, ce sont, d'un point de vue coordonnées administratives, c'est les mêmes que RM Automatisme, mais nous avons créé des entités commerciales pour dissocier les activités. Donc, tout d'abord, la partie donc, ERM Automatisme pour les machines spéciales didactiques. L'entité ERM FabTest qui a pour objet la présentation du webinaire d'aujourd'hui et dont j'ai la responsabilité, ERM FabTest a pour rôle d'accompagner les industriels à l'intégration de moyens de fabrication numérique. Donc, dans le sens large du terme, ça peut être des moyens de fabrication additive, des moyens de fabrication soustractive, donc d'usinage. Aujourd'hui, on a une gamme de machines en usinage qui est plutôt intéressante, du scan 3D, du thermoformage, etc., etc. L'entité commerciale ERM Robotique, qui a pour rôle d'intégrer des solutions industrielles, des machines spé orientées robotique chez les industriels, et ERM Énergie, qui conçoit des solutions de récupération et de gestion d'énergie renouvelable en site isolé, en autoconsommation. Donc, slide suivant. Hop là. Alors, présence sur le territoire, globalement, ERM FabTest est présent globalement partout en France et aujourd'hui, depuis le début de l'année, à l'étranger également. En Espagne, en Suisse, dans tous les pays globalement d'Afrique du Nord, Belgique, tous les pays francophones autour de la France globalement. Et les marques que nous distribuons aujourd'hui, parmi les marques emblématiques, on peut parler de la fabrication additive. Alors ça va avoir du sens pour certaines marques. Ça va avoir du sens pour certaines marques qui vont pouvoir être intégrées directement au procédé Zetamix, comme Omni 3D pour des imprimantes 3D industrielles de grand volume, la marque Volumic 3D pour des imprimantes 3D de bureau, donc volume inférieur à 300, 300, 300. Nous distribuons également des marques très connues comme Ultimaker, Sprintray pour la technologie résine liquide, donc DLP, DWS pour du SLA, EOS Admatec pour du SLS, Mimaki pour de l'impression 3D couleur. Donc, nous sommes les seuls distributeurs, nous avons l'exclusivité en France sur l'impression 3D couleur avec Mimaki. Nous distribuons depuis peu Minifactory pour l'impression 3D de matériaux haute performance, tout ce qui est PIC et dérivés. J'ai parlé tout à l'heure de solutions d'usinage. Donc aujourd'hui, nous avons l'exclusivité sur la marque Tormac, donc des machines à commande numérique, des fraiseuses et des tours à commande numérique à des prix défiant toute concurrence. Donc des très très bonnes machines qui viennent des États-Unis. On ne le voit pas ici, mais nous distribuons également la marque Pocket NC, des petites machines 5 axes continus qui permettent de faire globalement des pièces en 5 axes continus qui tiennent dans la main. Donc, très, très intéressant. Je pense à certains spectateurs, Mathieu par exemple, pour qui ce type de machines peuvent être très intéressantes maintenant. Nous accompagnons aussi les industriels sur du scan 3D industriel, notamment avec Shining 3D et EVIC-Scan 3D. Également, ERM FabTest est aujourd'hui largement présent dans le dentaire et se fait une petite réputation aujourd'hui depuis le début de l'année dans le dentaire, notamment grâce aux usineuses de chez Redon, aux produits Sprintray également, avec la Sprintray 30 pour le dentaire. Donc aujourd'hui, après toutes les solutions de scan 3D dentaire et de logiciels pour fabriquer des prothèses, et des WS également. Enfin, nous distribuons aussi d'autres technologies comme du post-traitement industriel, du recyclage de filaments avec 3D Evo, des machines de gravure et de découpe laser comme Universal Laser System, FS Laser notamment et BIMO. Et enfin, j'ai la fierté d'avancer que nous avons un partenariat avec la société Mécanumérique qui fabrique des routeurs CNC, notamment industriels, et des machines de découpe au jet d'eau industriel. Voilà. Donc ça fait
Beaucoup, ça fait beaucoup de produits. On va se concentrer pour la suite du webinaire sur les imprimantes 3D FDM, notamment de chez Volumic et Omni 3D, entre autres, et Raise, qui ont pour objet d'être intégrables dans le process complet Zetamix. La présence sur le territoire, donc rapidement, ERM Faventest a une présence sur tout le territoire, comme je le disais tout à l'heure, avec des technico-commerciaux et une équipe technique qui peut répondre en 48-72 heures sur la totalité de la France. Enfin, ERM Fabtest dispose, alors ce qu'on peut appeler d'un Fab Lab, d'un showroom technique sur Carpentras, dans le 84. Donc vous êtes tous cordialement invités à venir voir notre showroom, où aujourd'hui nous avons à disposition plus d'une vingtaine de machines pour répondre à une demande et en prototypage, en production et en moyen nous permettant de faire de la formation à distance ou de la formation sur notre site de Carpentras. Voilà. Donc notamment, j'ai la fierté de dire que nous sommes en train d'installer le process Zetamix complètement dans notre showroom de Carpentras. Donc, la solution que nous allons vous présenter sera disponible en démo technique prochainement en vidéo de présentation 3 minutes chrono, donc depuis notre showroom de Carpentras. Et les secteurs d'activité de nos clients pour la partie industrielle, donc Oventa, Matra Électronique, la Maison Berger à Paris récemment, les grands groupes SKF, NTN, SNR, Coty, le groupe LVMH, Dassault Aviation, EDF. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui implantés chez beaucoup d'acteurs industriels, des grands noms industriels français. Donc, bonjour à tous à nouveau et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je suis Suzanne Hernandez, responsable communication et marketing pour la marque Zetamix, qui est une marque de l'entreprise Nanoe. Donc ici, je vais vous présenter la solution Zetamix, donc, qui est une solution pour imprimer en impression FFF la céramique et le métal. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer notre histoire, notre vision. Ensuite, je vous expliquerai davantage la technologie, les process. Et enfin, nous verrons des cas d'usage, des cas d'utilisation des clients pour que vous compreniez mieux l'intérêt de la technologie et l'application qu'elle peut avoir. Donc, tout d'abord, notre histoire. Donc, comme je vous l'ai dit, Zetamix est une marque de l'entreprise Nanoe. Nanoe est un fabricant de matières premières depuis plus de 10 ans. On est spécialisé dans les matériaux céramiques, donc céramique technique, alumine, zircone et composite. Donc, c'est des matériaux haute technologie qui sont utiles par exemple pour l'aviation, pour le dentaire. Pour toutes ces applications, on a besoin de matériaux de très haute performance. Il y a 2 ans, notre société Nanoe s'est dit pourquoi pas créer des filaments qui permettraient de rendre accessibles ces poudres sous format d'impression 3D, donc pour encore plus s'adapter aux besoins du client et pour permettre plus de possibilités en termes de design. Donc, c'est comme ça que nous avons créé la marque Zetamix, qui sont des filaments adaptés aux impressions à l'imprimante par dépôt de fil fondu. Et on essaie de faire en sorte que ce soit avec un coût abordable, puisque c'est adapté à toutes les imprimantes ou presque FFF. Donc l'intérêt, c'est que c'est un investissement assez faible, puisqu'il s'agit des imprimantes qu'on peut trouver sur le marché. L'impression est facile en comparaison, par exemple, à la SLA ou au binder jetting, donc j'y reviendrai plus tard. Et donc, c'est multimatériaux, puisque ces imprimantes qui, normalement, sont utiles pour les polymères, que les clients utilisent déjà pour les polymères, peuvent être utilisées pour fabriquer des objets en métal et en céramique. Donc, comme je vais vous expliquer, c'est un système ouvert. Donc, les filaments sont adaptés aux imprimantes FFF du marché qui ont un système Direct Drive, puisque comme ce sont des filaments mélangés de liant et de poudre céramique qui sont un tout petit peu plus cassants, donc on favorise le Direct Drive
qui stresse moins le filament. Donc, ces filaments sont compatibles en partie, les imprimantes qu'on a citées auparavant, donc Raise, Volumic. Et ensuite, Zetamix propose également des fours et un kit de déliantage. Donc, j'y reviendrai ensuite dans le procédé. Mais cela peut être aussi utilisé avec ce que vous avez dans votre entreprise. Si on prend l'exemple des laboratoires qui sont souvent déjà équipés de fours à friter. Le gros intérêt, si je peux me permettre, Suzanne, Oui. du process, c'est que le moyen, alors comme tout moyen d'impression 3D métal qui utilise ce process, la partie, on va dire, chez les grands noms, aujourd'hui, j'attaque direct en disant que chez les grands noms de l'impression 3D métal qui existent aujourd'hui, le process est fermé et complet. C'est-à-dire que la plupart du temps, le process, l'imprimante, le moyen de déliantage et le four font partie du process intégral. Et là, le gros avantage est de pouvoir utiliser une imprimante qui est capable de faire du thermoplastique à côté, soit que vous avez déjà, soit une imprimante sur laquelle vous avez dans tous les cas la possibilité de faire et des pièces avec le système Zetamix et dans le cas où vous n'en avez pas besoin, de faire des pièces thermoplastiques. Donc maintenant, je vais vous parler davantage du procédé. Donc, il y a 3 étapes donc, de fabrication. Donc, l'impression, le post et les post-traitements. Donc, comme dans tout procédé d'impression 3D, donc, il y a une préparation du fichier donc sur le logiciel que vous choisissez. L'impression, donc pareillement comme une impression 3D classique. Et ensuite, un post-traitement chimique et un post-traitement thermique. Donc, pourquoi on a besoin de ces post-traitements? Tout simplement parce que, comme je vous l'expliquais, c'est des filaments qui sont un mélange de liant et de poudre technique, puisque si c'était que de la poudre, ça ne serait pas imprimable, tout simplement. Donc, la pièce que vous imprimez, c'est un mélange de ce liant et de ces poudres. Et pour qu'elle soit dense à plus de 95% et à 99% pour certains de nos filaments, il faut donc enlever ces liants. Pour cela, donc, il faut le post-traitement chimique pour les filaments céramiques uniquement et le post-traitement thermique. Donc, ces 2 post-traitements vont permettre d'une part d'enlever le liant et ensuite de densifier la pièce, donc comme dans tout autre procédé céramique, que ce soit l'injection ou le moulage. Donc, après ces post-traitements, il y a ensuite la pièce finale, donc qui est dense à 99% pour la céramique et plutôt à 95% pour le métal. Et ces pièces peuvent ensuite être polies ou brossées pour avoir l'état de surface que vous désirez. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le processus, il tient en 5 jours ouvrés, en fait. Parce que si vous préparez le fichier le matin, l'impression peut être faite sur des pièces pas trop grosses l'après-midi, le post-traitement chimique en 48 heures et ensuite le post-traitement thermique, ça tient en 5 jours. Alors, je vais maintenant vous présenter nos filaments. Donc, tout d'abord, les filaments céramiques techniques, la zircone noire et la zircone blanche. Donc, c'est des matériaux qui sont résistants à l'usure et qui ont des applications multiples, que ce soit dans l'outillage ou pour des pièces d'aspect. Donc, la zircone noire, par exemple, a un très bel aspect après avoir été polie et peut être utilisée par les industries du luxe. C'est des pièces, les pièces faites avec ces filaments sont denses à 98 à 99% après le post-traitement. Et elles ont donc un petit retrait de 21% à peu près. Donc, comme je vous l'expliquais, elles sont plus petites après le post-traitement puisqu'on a enlevé le liant. Donc ça, c'est à bien prendre en compte au moment de la préparation du fichier. Comme autre produit céramique, on a également l'alumine. L'alumine, c'est également une céramique technique donc qui est plutôt utilisée pour résister à des températures extrêmes. Et donc, pareillement, elle peut être dense à 98-99% grâce à notre procédé. Enfin, pour le métal, donc on a 2 produits, dont un qui est sorti cette année, le filament H13, donc qui est un métal pour l'outillage, donc qui peut être travaillé à chaud comme à froid,
Il a une densité de 90 à 91% après le post-traitement, un retrait également. Et enfin, l'acier inoxydable, donc ça, on connaît, c'est le plus courant, on le connaît bien, qui est davantage utilisé pour sa flexibilité, puisque les céramiques sont très peu flexibles, elles sont plutôt cassantes, si je vulgarise, à l'extrême, et qui a aussi une résistance voilà, aux agressions chimiques. Maintenant, je vais vous parler donc, des use cases, donc des cas d'usage de nos clients. Donc, ce sont des vraies pièces qu'ils ont fabriquées et qui ont une application réelle. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de ce premier client, Avignon Céramique. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de pièces en céramique technique, par exemple pour l'aéronautique. Ils utilisent historiquement l'injection depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et depuis quelques années, ils se sont mis à utiliser l'impression 3D pour créer des pièces qui ne peuvent pas être produites par d'autres procédés. Donc ici, Avignon Céramique a eu une demande d'un client donc, de l'aéronautique pour faire une pièce résistante à des températures extrêmes. Et cette pièce est impossible à faire par les procédés classiques. Alors, je vous explique. En fait, cette pièce est un capteur qui va être mis dans le moteur d'avion pour connaître la rapidité de l'air, si je ne dis pas de bêtises. Donc, comme elle sera mise dans le moteur de l'avion, forcément, si c'était une sonde habituelle, elle aurait fondu, elle se serait détériorée. Donc, on est obligé d'avoir un matériau qui résiste à des températures extrêmes. Par ailleurs, cette pièce, en plus d'avoir donc les trous qu'on voit sur la photo, à l'intérieur, elle a des canaux internes qui zigzaguent un petit peu. Donc ça, c'est impossible à faire par usinage et par moulage non plus, puisqu'on ne pourrait pas enlever le moule et avoir les canaux internes. Donc ici, la solution, ça a été Zetamix, puisque Zetamix permet d'imprimer de l'alumine, donc l'alumine qui résiste à des températures jusqu'à 1800 degrés. L'impression 3D FFF permet de faire donc, des canaux et des trous, puisque c'est fait couche par couche. Et par ailleurs, il faut savoir qu'Avignon Céramique a également la technologie SLA au sein de son usine, excusez-moi, mais a choisi quand même Zetamix, puisqu'en fait, Zetamix, c'est la seule technologie qui permet d'imprimer la pièce en nid d'abeille, en fait, de ne pas remplir entièrement la pièce aux endroits où elle est censée être remplie. Donc, pourquoi ils ont fait cela? Parce qu'en fait, en termes de santé matière, si la pièce est pleine, à certains, donc hors des canaux, hein, c'est vraiment sur la structure, si la pièce est pleine, au moment du fritage, si elle est trop épaisse, elle risque donc de se briser. Et donc ça, ce n'est pas propre à l'impression 3D, c'est propre à la céramique. En fait, dans le fritage de la céramique, toutes les céramiques techniques, c'est assez compliqué et il y a toujours ce risque que ça se brise. Et grâce à cette structure en nid d'abeille, on est sûr donc, que ça n'arrive pas. Et la SCA ne permet pas de faire ceci car avec la résine qui est bloquée à l'intérieur, et ben, en fait, on ne peut pas avoir une pièce entièrement fritée. La résine ne peut pas partir au moment du post-process. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette pièce, c'est qu'elle est résistante à la chaleur puisqu'elle est en alumine et qu'elle est assez complexe. Elle ne peut pas être faite par d'autres procédés que l'impression 3D. Deuxième client, donc petit spare part. C'est un client qui est spécialisé sur le retail, la revente de pièces détachées pour l'industrie du textile. Donc, en fait, ils ont des demandes de leurs clients qui sont partout dans le monde, qui ont leurs machines qui traitent le textile, qui sont cassées, qui ont une pièce qui manque, et eux, leur rôle, c'est de leur envoyer les pièces dans les plus brefs délais. Donc ici, je vous présente un guide fil. Comme on peut voir sur l'image, il n'a pas été poli. Je vous montrerai ensuite une pièce polie. Donc, on voit un petit peu les lignes d'impression. Donc, petit spare part, pour faire un guide fil, a besoin d'un matériau qui soit extrêmement résistant à l'usure, en fait, parce que les fils, à force de passer, peuvent abîmer la pièce. Ils ont également besoin d'une pièce qui a un excellent état de surface, puisqu'il ne faut pas abîmer les fils. Donc ici, comme elle n'est pas encore polie, ce n'est pas le cas, mais je vais vous montrer ensuite une photo.
Ils ont besoin, dans le cas de ce guide-fil, d'une pièce en fait, qui n'existe pas. Ils ne l'ont pas en stock, car la machine d'origine n'est plus utilisée que par ce client. Donc, ce serait trop compliqué pour eux d'aller refaire un moule, créer un moule, demander à quelqu'un auprès de qui ils externalisent de relancer une chaîne de production pour une pièce, et ça serait très coûteux. Donc, ils ont besoin d'une solution. Et en fait, ils ont également besoin d'envoyer très rapidement aux clients parce qu'avec les cadences de l'industrie du textile, ils ont l'habitude d'avoir tout en stock et d'envoyer très rapidement. Donc voilà, ils ont beaucoup de contraintes qui sont résolues grâce à l'impression 3D. Donc ici, on peut voir que la pièce, elle est polie, elle est bien brillante, donc elle a un très bon état de surface. Elle est en zircone blanche, puisque c'est un matériau qui est très résistant à l'usure et qui peut être poli très facilement. C'est des pièces qui, habituellement, peuvent être aussi produites par les procédés traditionnels en alumine. Donc, si jamais vous êtes familier avec l'industrie du textile et que vous vous demandez, elles sont souvent fabriquées en alumine et très peu en zircone parce qu'en fait, c'est plus coûteux. Mais avec Zetamix, c'est la même chose et voire mieux avec la zircone puisqu'on peut plus facilement la polir. Et c'est une pièce qui a été produite donc en moins d'une semaine entre l'impression, la fabrication, le design de la pièce et le post-process. Donc, ce qu'il faut retenir donc, de la zircone blanche et de cette pièce, c'est qu'elle est résistante à l'usure et qu'elle a une surface très lisse grâce au polissage. Suzanne, Oui, on a une question de Sébastien Alix. oui. Est-ce que d'autres matériaux sont en développement, des céramiques notamment pour des applications en santé, dans le domaine de la santé? Peut-être que tu vas y venir après, hein. Oui, peut-être. Alors, il y a des matériaux qui sont en développement actuellement. Pour le domaine de la santé, je ne suis pas sûre, pour tout vous avouer. Nos filaments zircone et alumine, ce n'est pas des matériaux que nous avons l'habitude d'utiliser pour le domaine de la santé. Donc, Ah, actuellement, c'est plutôt pour l'outillage. Après, tout dépend de son utilisation. une question également de Vincent Pascal enfin, la compatibilité avec des applications automobiles, organes internes, moteurs résistants à des huiles, à des hydrocarbures. Enfin, en tout cas, moi, ma petite expérience, aucun problème sur cette notion de compatibilité. Ah oui, aucun problème. L'alumine et la Mine zircone et les matériaux métalliques, tout à fait. ouais, résistent. Alors, matériaux. En fait, actuellement, pourquoi on utilise souvent des matériaux métalliques? Parce qu'ils sont très difficiles, parce que la céramike est très difficile à fabriquer. En fait, donc, on a l'habitude d'utiliser le métal. Donc là, on a de l'acier inoxydable et du H13 qui résistent aux températures et à la corrosion. Mais la céramique, en fait, grâce à Zetamix, n'est plus aussi compliquée et coûteuse à fabriquer qu'avant. Donc, que ce soit la céramique ou le métal, il résiste donc à la corrosion, aux attaques chimiques, en particulier la céramique, ça c'est sûr que ça a une stabilité, une inertie chimique très très bonne. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème. Les, également, alors à ne pas oublier que les céramiques techniques qui sont proposées, notamment dans le process Zetamix, ce sont des céramiques techniques. L'idée est de se sortir de la tête que les céramiques sont vraiment très cassantes. Les céramiques qui, du coup, s'impriment très, très bien dans le process, euh, peuvent répondre à des applications là où on aurait tendance, de temps en temps, sur certaines applications, à utiliser des matériaux métalliques. Oui, parce que comme je l'ai expliqué, en fait, créer des matériaux en céramique avant l'impression 3D et Zetamix, c'est compliqué. Il faut créer un moule, ça coûte de l'argent, il faut lancer toute une ligne de production. On ne peut pas faire de canaux internes, c'est très cher, c'est trop difficile. Donc c'est pour ça qu'on utilise du métal. Mais souvent, la céramique est plus une meilleure utilisation parce qu'elle résiste davantage à l'usure et davantage aux agressions chimiques. Donc après, en effet, pour quelque chose qui va souvent être entrechoqué, etc., le métal est peut-être mieux. Mais après, dans tout ce qui est médical, on utilise aussi de la zircone qui résiste très bien au choc. Et normalement, quand on a une prothèse de hanche et qu'on tombe, la prothèse ne se casse pas, même si la chute est très violente. Oui, tout à fait. On est sur des zircones techniques qui peuvent résister à des pressions locales de plusieurs mégapascales. C'est ça.
Une question de Mathieu Beauté. Pour les matériaux, je voudrais savoir si plusieurs aciers sont prévus, comme le 303, le 304 ou le 1020. Euh, je te laisse répondre, Suzanne. Oui, alors pour le moment, pour les sorties de produits de cette année, ce n'est pas forcément prévu. Après, le H13 est utilisé pour tout ce qui est outillage et peut très très bien correspondre. Après, ça dépend de l'utilisation. Et voilà, on a essayé d'utiliser, de sortir déjà 2 produits qui peuvent couvrir quand même pas mal d'applications. Mais pour le moment, il n'y a pas d'autre acier qui va sortir, en tout cas cette année, en 2021. L'acier H13, Mathieu, a une dureté après frittage qui est vraiment très intéressante pour derrière pouvoir y faire pour pouvoir y faire des traitements comme une nitruration, comme un balinite C notamment, ou un DLC. C'est-à-dire que le matériau est globalement est suffisamment costaud en interne pour pouvoir y appliquer un traitement chimique en externe pour avoir une grande dureté sur une faible épaisseur. Donc le H13 peut très bien convenir derrière pour y faire des traitements chimiques, des traitements métallurgiques. Et aussi se réusine très très bien. Mhm. OK. Donc, je continue avec un use case que je trouve très intéressant parce que c'est un use case laboratoire. En fait, c'est le synchrotron ESRF, donc le synchrotron européen de Grenoble, qui utilise donc Zetamix pour faire des consommables de laboratoire. Donc, en fait, ils ont besoin de pièces sur mesure pour leur expérience. Ils ont besoin de pièces variées, donc par exemple des portes-échantillons, des cartouches chauffantes adaptées à chaque expérience. Ils ont également besoin de produire les pièces dans l'urgence. Alors, je m'explique. Quand un scientifique, un chercheur, a réussi à avoir quelques jours au synchrotron, en fait, il n'a que quelques jours, puisque beaucoup de scientifiques font des analyses là-bas. Et donc, l'équipe qui a le rôle de trouver ces porte-échantillons n'a que quelques jours pour trouver des solutions pour faire au mieux les expériences sur ces échantillons analysés. Que quelques jours. Donc, c'est extrêmement peu pour trouver des solutions sur divers matériaux. Donc, ils ont également besoin de pièces résistantes à des températures extrêmes, parce qu'en fait, le synchrotron analyse donc la matière, mais analyse également la matière sous des températures extrêmes, par exemple extrêmement hautes, extrêmement basses. Donc ici, extrêmement hautes. Donc voilà, donc ils ont quand même pas mal de contraintes. Donc je vais parler du premier use case, parce qu'en fait, je vais parler de deux objets qui sont créés. Donc ce premier porte-échantillon qu'on peut voir donc, sur la slide d'avant, ici, en fait, il y a un élément chauffant dedans. Donc ici, on ne le voit pas en application, pas en utilisation. Et ici, on le voit donc rougeoyant. Donc en fait, il y a l'élément chauffant à l'intérieur. Donc en fait, comme vous voyez, là, l'élément chauffant est à l'intérieur et il y a une plateforme dessus pour mettre l'échantillon qui va être analysé. Donc le chercheur avait besoin d'analyser cet échantillon avec des très hautes températures. Il a besoin de quelque chose sur mesure pour que ça prenne bien la forme de l'échantillon et qu'il y ait bien la bonne chaleur, le bon degré qu'il souhaite. Et il a besoin de quelque chose qui conduise bien la chaleur. Donc en fait, cette pièce, avant Zetamix, était fabriquée en acier inoxydable. Sauf que la conductivité thermique de l'acier inoxydable est moins forte que celle de l'alumine. Donc en fait, l'expérience ne pouvait pas être faite au mieux. Elle était, c'est le synchrotron, hein, c'est pas mauvais, hein, mais grâce à Zetamix, ils ont encore amélioré cette expérience et la fiabilité de l'expérience. Donc ici, le design a été fait sur mesure. Et donc, bien sûr, l'alumine qui résiste à la chaleur jusqu'à 1800 degrés, comme je l'ai dit. Donc ici, ce que je rajoute aussi, c'est que ça a été, encore une fois, une pièce créée en moins d'une semaine. Et pour donc récapituler, ici, la pièce est résistante à la chaleur et avec une très bonne conductivité thermique. Donc, c'est l'alumine. Deuxième pièce, ici, ce sont des cartouches chauffantes. Donc, toujours en alumine, puisque c'est des pièces qui vont aller dans des fours.
C'est des pièces customisées pour chaque expérience. Donc, encore une fois, ici, on peut voir que les trous pour fixer ces cartouches chauffantes sont différentes les unes des autres. Donc, on les voit, c'est 2 pièces au milieu, hein, celle avec les petits trous. Hein. Les autres, c'est d'autres pièces. Donc, ici, selon les machines qu'ils ont à utiliser, selon l'échantillon qu'ils ont à utiliser et la chaleur qu'ils veulent, ils sont obligés d'adapter la pièce en longueur, en largeur. S'ils externalisent ce procédé, en fait, d'une part, ça va être long. À la limite, ils peuvent demander plusieurs types de cartouches chauffantes aux fabricants pour avoir du temps pour bien faire les expériences. Mais en plus, ça va coûter plus cher parce qu'en fait, il va falloir faire les moules, encore une fois, pour créer ces pièces. Et donc, ça va coûter de 50 à 200 euros la pièce par les procédés donc, traditionnels. Donc, j'entends injection et moulage. Alors que grâce à Zetamix, ça peut aller de 5 à 20 euros, tout simplement, puisque il n'y a pas toute la chaîne de production à mettre en place, le moulage à mettre en place. Il y a une personne, un technicien, un ingénieur qui utilise la machine. Donc ici, ce sont des pièces résistantes à la chaleur et donc customisées, comme je vous l'ai expliqué. Donc, un use case qui met à l'honneur le H13. Donc, c'est un use case qu'on a fait en interne, puisque c'est un filament qui est tout nouveau, qui est sorti en janvier. C'est une buse d'extrusion. Donc, en fait, à Nanoé, on développe des filaments de différents matériaux et également de différents diamètres, 1,75 ou 2,85. Donc, on a besoin d'extrudeurs sur mesure. Donc, ça, c'est très pratique pour avoir des extrudeurs sur mesure. Mais là où c'est encore plus compliqué, c'est qu'au moment où on passe du prototype du produit à l'industrialisation du produit, de le produire en grande quantité, comme il est un tout petit peu plus cassant, on veut que le processus de production se passe au mieux. Donc, on a besoin de bus d'extrusion qui soient exactement comme on le souhaite, avec des angles, l'angle de l'extrusion de la buse qui soit plus incliné, soit moins incliné selon le filament, une largeur, une longueur qui dépend donc de chaque filament. Donc, au moment du processus d'industrialisation, si on externalise cela, et ben à chaque fois qu'on doit avoir une nouvelle buse, ça nous prend 5 semaines à attendre. Donc, c'est long pour la R&D. Donc, c'est pour ça qu'on a réinternalisé ce produit et qu'on le fabrique maintenant en interne. Donc ici, encore une fois, on a besoin d'une pièce qui résiste à la chaleur et à l'usure. Donc c'est, je me répète un petit peu, donc c'est le H13 donc, qui résiste à tout cela. Donc ici, il y a une grande économie de temps puisque la pièce peut être produite en 5 jours avec Zetamix, puisque cette pièce-là n'a pas besoin de déliantage chimique, de post-traitement chimique. Donc on enlève une étape. Donc c'est vraiment 5 jours contre 5 semaines en externalisant. Dernier use case qui met à l'honneur la zircone noire. Donc pour l'industrie du luxe, ce sont des prototypes de cadrans de montre. Donc ici, comme on peut voir, ces cadrans de montre n'ont pas été polis. Donc c'est pour bien vous montrer la différence entre poli et non poli. Je vous montrerai une image tout à l'heure. Donc le client qui n'a pas souhaité être cité a besoin de faire ses prototypes dans la même matière que la pièce finale. Et dans l'industrie du luxe, les montres en céramique, c'est très en vogue. Donc ici, ils ont besoin de prototypes en zircone noir et en zircone blanche, puisque c'est le matériau du produit final. Actuellement, enfin, plus maintenant, mais c'était une entreprise pour le prototypage qui utilisait l'injection. Mais c'était très long et très coûteux, parce qu'encore une fois, il faut faire des moules, relancer la chaîne de production, et si le prototype, au moment où le designer l'a dans la main, il n'est pas satisfait, il faut refaire le procédé. Donc, ça coûte très cher et ça prend beaucoup de temps. Donc ici, la pièce, elle est polie, donc elle ressemble vraiment à la pièce finale. Et le designer, il peut prendre le prototype et voilà, dans la même matière et s'assurer que le poids de la montre est bien celui qu'il imaginait sur le poignet, par exemple, que le reflet est bien celui qu'il imaginait, donc que ça corresponde vraiment à ce qu'il imaginait. Donc c'est très important que ce soit dans la même matière. Grâce à ce procédé, le moment où le designer dit « c'est bon, je valide, on passe à la production », voilà, il est beaucoup plus court. Il y a ce stress en moins parce qu'en général, ils ont des dates de sortie
bien ancré. Donc, il est beaucoup plus court, donc ça fluidifie vraiment le processus de production. Et donc, encore une fois, la réduction des coûts, puisque cette pièce en zircon-noir, elle coûte 30 € pièce donc à créer, contre 5 000 à 20 000 € par injection pour créer un nouveau moule, en fait. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est donc du prototypage, donc une application autre que l'outillage ou les pièces sur mesure, et c'est une pièce d'aspect. Donc voilà pour les use cases. Donc j'ai présenté 5 use cases et les 4 use cases et 4 filaments les plus utilisés actuellement et qui sont dans notre catalogue de produits. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question de Mathieu Beauté. Alors déjà, merci Suzanne pour la démonstration des use cases, pour la présentation des use cases, qui je pense était quand même très intéressante. Alors, une question technique, quelle est la précision notamment sur les aciers? Est-ce que Suzanne, tu as des chiffres à annoncer en ordre d'idée? Auquel cas, moi j'en ai. Après, la précision, ça dépend de la précision de quoi. Est-ce que ça veut dire à combien on peut imprimer au minimum, ou est-ce que ça veut dire, est-ce que après le fritage, c'est exactement la forme qu'on a voulu? Quelle est la tenue d'une manière générale, Mathieu, sur ce type de process, on est sur, en termes de précision dimensionnelle en fin de frittage, on est sur des précisions, on est sur des pièces dont la précision tourne à quelques dixièmes, voire au millimètre en sortie brute de frittage. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ici, il faut considérer que le système est ouvert. Donc, alors, même si, alors Suzanne nous a montré dans la bibliothèque de matériaux un ordre d'idée en termes de retrait de la matière durant le frittage, mais comparé à des systèmes qui sont 100% fermés, où le fabricant du système, entre guillemets, est censé maîtriser le rétrin qui s'applique sur la pièce, ici, cette information, elle est donnée par le fabricant de la matière, et cette information doit être du coup implantée durant la conception, donc par la personne qui dessine la pièce, et dans l'idée, dépend aussi de la géométrie de la pièce qui est imprimée. Je reprends le cadran de montre qui est ici. Par rapport à la buse juste avant H13, il se peut par exemple que le cadran de montre, vu que la géométrie est un petit peu plus fine et un petit peu plus complexe que la pièce qui était juste avant, il se peut que le cadran de montre se déforme même différemment durant le frittage, et dans les plans X, Y et Z. Donc, dans l'idée, la notion de précision, globalement, on peut atteindre quelques dixièmes sur le process une fois qu'on a fait quelques essais. Moi, dans l'idée, il faut au moins passer par une phase d'essai et de mesure pour identifier quel est quel est le bon facteur de rétreindre la pièce, pour ensuite modifier la CAO et ensuite interpréter ces résultats, modifier la CAO pour refaire un frittage derrière pour une meilleure précision. Le système, globalement, est répétable à quelques dixièmes, donc ça veut dire qu'on peut atteindre une précision globale de quelques dixièmes de millimètre une fois qu'on a fait des essais, donc ça, c'est à prendre en compte. Également, comme tout moyen de frittage, dans l'idée, il ne faut pas occulter que certaines faces qu'on va souhaiter fonctionnelles doivent être réusinées après le process de frittage. Dans ce cas-là, c'est à l'utilisateur et le concepteur de la pièce de rajouter la bonne épaisseur de matière aux bons endroits à la conception, la fameuse surépaisseur d'usinage, pour pouvoir réusiner la pièce après frittage. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Après, si je puis me permettre, les variations de retrait, elles sont, il y a assez peu de déformations quand même avec la céramique. Donc, je suis d'accord qu'il faut toujours vérifier, faire des tests, etc. Mais un rond reste rond, quoi, Tout en à fait. général. La céramique s'imprime beaucoup mieux aujourd'hui que des matières métalliques.
avec le process Zetamix. Alors, la Mm. question de Mathieu, plus précisément, c'est pour savoir si des détails de décoration sont envisageables. Oui, alors là, je l'ai pas, j'ai pas pensé à montrer, mais en fait, on a imprimé des pièces avec gravé dessus Nanoé, Zetamix, etc. C'est envisageable et ça fonctionne très bien. Et en plus, ça peut être ensuite poli et c'est très joli. Donc, pour des pièces d'aspect, ça fonctionne aussi. Bien. Une autre question de Rémi. Est-ce que les applications peuvent être biocompatibles? Alors, pour la biocompatibilité, excusez-moi, donc le fait que ça puisse être des prothèses, ce genre de choses, nous, en termes de poudre, on fait des poudres qui ont comment dire, qui sont biocompatibles dans le sens où elles ont l'accréditation. Pour les filaments, c'est de la zircone, de l'alumine qui sont issus de nos poudres que nous utilisons au sein de Nanoé, mais on n'a pas l'accréditation. Donc après, euh, nous, on ne pousse pas forcément cette technologie pour le biomédical en particulier, mais après, voilà, c'est une technologie qui est assez nouvelle et on peut toujours avoir d'excellentes surprises puisque les poudres sont des poudres de produits qui sont habituellement utilisés pour ce type d'utilisation. Ça va dépendre également du process de nettoyage des pièces, le post-traitement, est-ce qu'il y a un réusinage, etc. Donc c'est vrai que la notion de biocompatibilité, pour moi, elle est plus au sens large du terme, c'est-à-dire que le process, on est capable d'imprimer avec des matières qui peuvent être biocompatibles. Si le process complet est adapté à la biocompatibilité, alors il est possible pour le client, pour l'utilisateur, de passer des normes de biocompatibilité sur le process complet. Puisque la matière à la base, certaines matières proposées par Zetamix sont des notions de biocompatibilité. Voilà, c'est ça. Mais nous, actuellement, on n'a pas fait cette démarche-là, tout simplement parce que voilà, c'est pas pour cela qu'on croit davantage en nos filaments pour l'outillage ou ce genre de choses. Rémi a dit merci, donc de rien, avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous poser la question. Alors, je pense, alors je ne sais pas, Suzanne, si tu allais aborder l'aspect coût de la solution derrière. Oui, j'attendais les questions en fait. Je trouvais D'accord. ça plus, Moi, j'ai une visible. question. Moi, j'ai Oui. une question. Quel est le coût de la solution? Donc, le coût de la solution, donc, tout dépend du coût de l'imprimante qui est choisi. Mais si on prend la solution comme elle est présentée, alors, ici, donc, avec ce kit de déliantage, cette imprimante et ce four, c'est 10 000 euros. Donc, l'idée qu'on. Alors, pourquoi le process Zetamix nous intéresse, enfin, en tout cas, nous intéresse en tant que RM Fabtest, c'est parce on est convaincu qu'aujourd'hui, des process fonctionnels avec derrière un savoir-faire de plusieurs années dans la fabrication de la matière première aujourd'hui est disponible. Et l'idée, au travers de ce process, est de permettre à nos clients d'accéder à un moyen de fabrication additive métal et céramique pour un budget à peu près 10 fois moins grand que des solutions qui existent déjà sur le marché. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner l'accès à ces solutions-là, sachant que, encore une fois, l'imprimante à la base peut être une Raise, une Volumic, une Omni 3D, une imprimante 3D globalement qui tourne avec un filament de 1,75 mm et dans l'idéal en direct drive, mais qui peut faire autre chose que du métal et de la céramique. Donc c'est aussi une excellente solution en complément d'un process. Une question de Mathieu sur le coût des consommables. Le coût des consommables, donc c'est-à-dire les filaments, donc en fait, il varie. Donc ça dépend si vous prenez 500 grammes ou 1 kilo, mais c'est autour de 500-600 euros. Donc après, c'est des coûts qui sont sur le site. Donc pourquoi ce prix? Tout simplement parce que c'est quand même de la céramique, donc c'est un matériau qui est quand même précieux, tout simplement. Et une bobine d'1 kilo, le temps de l'utiliser, vous aurez eu le temps de faire quand même pas mal de pièces.
Alors, petite remarque sur les géométries facilement imprimables. Forcément, qui dit nouveau moyen de fabrication additive, donc là, ici, adapté à du métal, à de la céramique, dit stratégie de conception, technique de conception adaptée à ce process. Forcément, ici, même si on est sur une technologie en fabrication additive FDM au départ, euh, certaines techniques de conception des pièces, notamment l'optimisation des minimisation de surface support, etc. Euh, il y a des techniques de conception qui sont adaptées au process et qui sont spécifiques à l'impression 3D métal et céramique, à savoir que RM Fabentest, au travers de l'intégration de ces solutions-là, fournit la partie installation du matériel forcément, puisque le four fonctionne sous atmosphère gaz, la formation aussi sur les stratégies de conception et les techniques de conception adaptées au process. J'ai cru voir, ah oui, quelle est la température maximum possible pour la fusion des alliages métalliques? Donc j'imagine que la question, c'est pour le H13. Le H13, en fait, selon le post-traitement qu'il y a derrière, si par exemple il est retraité thermiquement, en fait, ça dépend. C'est très difficile de répondre à cette question, tout simplement parce que des fois, il est juste frité, donc là, on n'est pas très haut, mais ensuite, il peut être retravaillé, retrempé, etc. Donc, tout dépend vraiment de la façon dont vous retravaillez votre alliage derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu. De ma petite expérience sur les températures de fusion des alliages métalliques, on va tourner autour, enfin Suzanne, si je peux me permettre, on va tourner autour des 1600 degrés. On est entre 1400 et 1600 degrés selon les alliages. Le tout frité sous atmosphère gaz, argon, pour répondre à la question de Sébastien Alix. Alors après, quelle est la consommation de gaz? Le four, je ne sais pas si Suzanne, tu as des ordres d'idées en termes de consommation de gaz. Alors, pour la céramique, déjà, c'est sous air, enfin, c'est pas sous gaz. L'argon, c'est pour le métal. Et non, en effet, je ne connais pas. Ça, c'est une question à demander aux techniciens qui utilisent à Nanoé ces technologies. Je ne sais pas combien de bouteilles de gaz ils utilisent. J'avoue tout. Donc, dans tous les cas, Sébastien Alix, on peut tout à fait revenir vers vous avec l'ensemble de ces données-là. Chez URM Faventest, nous sommes en train d'installer le système. Le système devrait être opérationnel la semaine prochaine. On dispose déjà d'un environnement, bouteille d'argon, mélange argon-hydrogène, etc. Donc pour nous, ça sera très rapide à mettre en place. Et à ce moment-là, on pourra revenir très concrètement vers vous, sachant que la consommation de gaz dépend aussi du temps de cycle. Voilà, donc pour la température de fusion du métal, oui, 1450 degrés, on tourne autour de 1450 degrés. On est entre 1450 et 1600 degrés selon le type d'alliage. Donc on est dans ces eaux-là, effectivement. À noter que si la question sous-jacente, c'est est-ce que je peux modifier moi-même mes temps de cycle, mes profils de cycle et mes températures avec le process Etamix? La réponse est oui. Et c'est un des gros avantages. Très, très, très souvent, par le passé, en tout cas chez ERM Faventest, on nous a posé la question et on a eu une demande de la part surtout du domaine de la recherche et du développement, l'enseignement supérieur, pour savoir si on pouvait, d'un point de vue strictement pédagogique, dans un premier temps, développer des cycles en interne. La réponse est oui avec ce process. Donc, je vois d'autres questions. Donc, les deux se rejoignent de Jean et de Sébastien Alix sur les dimensions maximales pour Zetamix et pour le four. Donc, en effet, la Raise, elle peut imprimer des très grosses pièces, mais nous, on est limité par la taille du four. Et comme c'est un four tubulaire, le tube, il est de 10 cm. Donc, la pièce maximale avant frittage, c'est de 10 cm. Après, vous pouvez utiliser un autre type de four
qui sera forcément plus onéreux, mais c'est possible. Après, la contrainte également, c'est que la céramique, ce n'est pas un matériau qui fait des pièces énormes. En général, en fait, que ce soit pour tous les procédés, injection ou quoi, faire des grosses pièces est difficile au moment du fritage et du déliantage parce qu'il y a un risque que ça se brise. Donc, il y a cette contrainte de la taille du four qui est de 10 cm. Et après, il y a cette contrainte qui est liée au matériau, qui est qu'en effet, on ne peut pas faire des pièces non plus extrêmement grandes. Et après, encore une fois, il y a cette possibilité de faire des unfills pas totalement pleins, parce que si la pièce est trop épaisse ou a des angles, voilà, il y a des angles droits, il y a plus de risques que ça se casse. Donc, la taille maximum dépend donc de votre four et de la façon dont vous designez votre pièce sur ID Maker. Vous pouvez faire une très petite pièce, mais ça ne fonctionnera pas si c'est trop épais et il y a des angles droits. Et une pièce beaucoup plus grosse, si vous avez fait un unfill qui correspond et des angles plus adéquats. Donc, à savoir que le process, alors, il est toujours possible d'utiliser des fours de plus grande taille, vu que le process est complètement ouvert. Cependant, il faut bien prendre en compte que ce process, qui est quand même quelque chose de récent technologiquement, l'idée, c'est qu'en limitant la taille, le volume des pièces fabriquées, on est capable de maîtriser davantage le rétrain qui va s'appliquer sur la pièce et les déformations durant le process de fritage. C'est-à-dire que de fabriquer et de friter avec un plus grand four une plus grande pièce expose l'utilisateur à de plus grandes déformations et à une moins bonne maîtrise des rétrains sur la matière. Alors, Sébastien Alix, toujours, déliantage et déliantage chimique. Une précision aussi sur les dimensions de la chat. Alors, le déliantage donc, qui est pour les filaments céramiques, donc en effet, c'est un déliantage chimique à l'acétone. Voilà, tout simplement. Et après, il y a un déliantage thermique qui est dans le four, si je rentre vraiment dans les détails. Donc là, il n'y a pas de... Donc, pas de déliantage UV. Il n'y a pas d'UV. C'est déliantage chimique à l'acétone. Donc, le déliantage, j'imagine, permet la durée du déliantage et dépend forcément de la taille de la pièce, du volume, de la quantité de matière à l'intérieur, puisque avec ce process, vu qu'on imprime des pièces sur une machine FDM dont on est capable de maîtriser complètement la partie slicing, on est capable de faire des pièces pleines à 100%, des pièces avec un nid d'abeille, avec différents types de nids d'abeille d'ailleurs, avec différentes épaisseurs de parois. Donc j'imagine que le déliantage chimique la durée du déliantage chimique va être différente selon comment on a slicé la pièce. C'est ça, exactement. Deux questions dans l'onglet discussion. Donc, est-ce que Suzanne, tu nous confirmes que nous sommes à 10 cm en gros, hein, 100 par 100 par 100, ou est-ce qu'une des trois dimensions peut être plus grande, étant donné qu'on est sur un four cylindrique? Ah bah oui, bien sûr. Mais après, encore une fois, on peut faire quelque chose qui est un cylindre plus petit, en fait, un long cylindre. Mais quelle est la taille maximale dans l'axe du cylindre? Alors ça, j'ai pas l'information parce qu'en fait, même si c'est un four tubulaire, mais la chaleur, elle est au maximum en son centre. Et après, il y a en effet une distance à partir du centre où la chaleur est plus la même et donc le fritage ne se fait plus pareillement. Donc là, je n'ai pas l'information. Après, Alors moi, facilement, on demandera à la technique. On vous a communiqué donc à tous dans la discussion donc le lien vers la documentation technique qui annonce un volume de fritage autour des 200 mm de long par 100 par 100. Donc 200 par 100 par 100. Donc ça, c'est ce que Nanoé a communiqué. Mm. D'accord. Tout à fait.
Bon, Euh, comme je ne suis pas de la technique, je ne connais pas tous ces chiffres Bah, de oui, par non, non, cœur. mais on est là pour ça, et puis c'est pour ça qu'on est plusieurs sur le sujet. Peut-on imaginer de réaliser la production de petites pièces 3-4 cm en silice pur, SiO2, température de fusion 1700 degrés? J'imagine que la réponse à cette question, c'est que si, enfin, la silice pure, si je ne dis pas de bêtises, Nanoé n'a pas encore la matière, n'a pas encore Non. FDM. Donc, si des petites pièces de 3-4 cm ont été réalisées avec un process différent de la FDM et qu'on est sur le même process, mais que la pièce en silice pur n'a pas été fabriquée en mode FDM, rien n'empêche de pouvoir utiliser le four du process Zetamix avec une température de fusion de 1700 degrés, par exemple. Merci Pierre, bonne journée. J'ai vu quelle est la température pour euh, friter, donc syntérisation, j'imagine friter, Oui. la zircone. Donc, comme je partage mon écran, encore une fois, j'ai pas, donc c'est 1000, plus de 1000 degrés, j'ai pas l'information en tête. Donc, je sais pas, Boris, si tu l'as. Non, je l'ai pas. De mémoire, on est autour des mêmes ordres de grandeur, entre 1400 et 1600 degrés. À Oui. confirmer, Pascal Isnard. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer la documentation technique et plus détaillée du four et du process. Et également qu'on puisse revenir vers vous si jamais vous voulez qu'on fasse un essai. Notre système que nous sommes en train de finaliser, d'installer, euh, est disponible pour faire des essais. Donc, oui, c'est ça de mémoire. Sébastien Alix, c'est bien ça. Merci. C'est allumé 1550, Merci, zirconium chez moi. merci Sébastien. Très bien. Alors, on va attendre un petit peu de voir si d'autres questions. Pour conclure, globalement, l'idée, c'est que hors imprimante, la solution permettant de pouvoir imprimer des céramiques et des aciers est disponible hors installation et hors formation autour des 7 kg €, sachant que chez ERM Fabentest, on a la capacité de faire l'installation du système, la formation et également des programmes de maintenance annuels. Merci Pascal. N'hésitez pas par ailleurs à nous envoyer par email. Alors, on va revenir vers vous, mais voilà. Donc, merci pour votre adresse email. On va revenir vers vous certainement avec une prise de contact par email. N'hésitez pas à ce moment-là à nous envoyer un fichier 3D au format STL pour qu'on puisse faire un essai encore plus parlant qu'un essai sur une pièce qui n'est pas de votre provenance. Donc, avec grand plaisir. C'était un webinaire qui était très intéressant parce qu'en moyenne 15 spectateurs et une durée du webinaire d'environ 1 heure, avec quasiment 25 questions. Je, je- voilà, donc dans l'idée, on est sur la présentation d'une solution qui est assez nouvelle et en tout cas qui est disponible chez ERM Fabentest en partenariat avec la marque Zetamix de chez Nanoé. Dans tous les cas, donc encore un message à tous les spectateurs, n'hésitez pas à nous dire si la présentation vous a plu, si vous avez appris des choses, ou bien l'inverse, hein. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous donc à l'adresse qu'on va vous taper dans l'onglet discussion, donc à contact@erm-fabtest.com pour pouvoir demander de la documentation, demander une prestation de fabrication d'échantillons, etc., etc. C'est fait, merci Pascal, on a bien enregistré votre adresse email et on revient vers vous dans les plus brefs délais. Une question de Hilda. Donc, pour répondre à votre question, Hilda, on est entre 1450 1500 degrés pour la zircone noire. Température de fouettage. Après, tout ça, c'est des informations qui sont sur les guidelines, qui sont, que soit ERM, vous les mettrez sur ma disposition, mais après, qui sont aussi sur le site Zetamix. Tout à fait. On les donne voilà, forcément aux clients au moment où il a la technologie. Tout à fait. Donc, une phase d'essai est possible. Généralement, chez ERM Fabentest, on essaye
vu qu'on est là pour valider des solutions process répondant à des problématiques pour nos clients industriels, dans l'idée, on passe forcément par une phase de prototypage. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer lorsqu'on aura repris contact. N'hésitez pas à nous communiquer des fichiers 3D et vos problématiques pour qu'on puisse étudier quelle est la bonne solution. Donc, merci à tout le monde. Voilà, donc, merci Mathieu pour l'adresse. On se tient au courant de l'évolution de l'installation de la solution. Et encore une fois, vous êtes le bienvenu chez nous à Carpentras. Donc, merci à tous. Je vois que les participants nous quittent. Merci encore pour les participants qui restent pour avoir suivi le webinaire de présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous très rapidement pour toute question et à consulter notre chaîne YouTube, notamment bientôt une vidéo, un 3 minutes chrono de présentation sur le système complet sera disponible d'ici les prochaines semaines. Merci beaucoup tout le monde pour les commentaires. Merci Michel, merci Sébastien, merci Bertrand, merci Mathieu. merci à tous et à toutes. Et merci encore une fois, merci encore Suzanne pour la très jolie présentation. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Donc, ça permet de mettre fin au webinaire. Merci beaucoup. On revient vers vous très rapidement avec un complément d'information et pour pouvoir en discuter davantage. Donc, merci Suzanne. Avec plaisir. Et merci à tous les participants d'avoir assisté à cette présentation. Merci Suzanne. À très bientôt et merci à tout le monde. À très vite. Au revoir.